Donc je peux venir là, nouvelle machine, on fait un glisser-déposer de l'image. Je peux sélectionner ceci, je fais continuer. Le nom du compte, ça va être FreeDev, comme on peut le voir. Le mot de passe secret 123 et secret 123. Je fais ici continuer. On peut customiser les options si on le veut. Là, on va faire finish. Je fais save. Et ma machine virtuelle Ubuntu va être créée. Donc, de la même manière, en lieu et place de perdre votre temps, je vais avancer jusqu'à l'étape où l'installation est terminée. Donc, après avoir patienté pendant un long moment, environ 20-25 minutes également, je vais pouvoir maintenant me connecter. Et voilà le travail. Là, je vais skipper ceci, suivant, next, next et done. Donc voilà à présent, j'ai une machine virtuelle avec Ubuntu comme système d'exploitation. Essayons de lancer, on va lancer le terminal. Je cherche terminal. Et au niveau de notre VM Ubuntu, donc notre machine virtuelle Ubuntu, on voulait installer un package qui avait pour nom Figlet et puis également créer une petite application web avec le micro-framework Flask. Commençons par Figlet. Avant de lancer l'installation, je vais faire un sudo apt-get, disons update. Ce qui va faire que lorsque je vais installer des packages, je vais être sûr que ce seront les dernières versions de ces packages qui vont être installés. Là également, on a un problème de connexion. On va essayer de régler ceci de la même manière. C'est rare que j'ai ces problèmes, mais rappelez-vous, les démos en live, ça ne marche jamais. Tout semble être bon. On va réessayer. Et voilà, tout marche. Donc maintenant que j'ai eu à mettre à jour la liste des sources, pour l'instant, si je fais Figlet, on va me dire qu'on ne connaît pas Figlet. Et on peut l'installer en faisant un petit sudo apt-get install de Figlet. Je mets mon mot de passe de nouveau, secret 123, et l'installation est en train de se faire. Donc j'imagine que vous vous êtes demandé déjà à plusieurs reprises, mais Honoré, ça sert à quoi Figlet? On va essayer de le voir dès maintenant. Je vais faire Figlet et je vais taper Docker. On valide et vous voyez, ça affiche Docker en ASCII art. Donc vous tapez n'importe quel Mitsubishi, je mets Mitsubishi et il va l'afficher en ASCII art. N'est-ce pas que c'est magnifique? Vous avez également un autre package qui a pour nom toilette qu'on peut utiliser aussi pour faire ceci. Donc lui, il permet de faire des trucs un peu plus avancés. Pourquoi pas, je vais l'installer également. Vous pouvez voir apt install et puis apt-get install comme la même chose. Ok, là on va faire simple. Je vais installer toilette. On fait yes. Donc là, si je fais toilette, je mets Docker. On voit qu'il affiche Docker. Je fais Figlet, Docker, il affiche Docker. Vous avez la possibilité de pouvoir passer une police, faire des trucs un peu plus avancés. Mais l'idée, ce n'est pas de s'attarder sur Figlet ou toilette. L'idée, c'est de vous montrer que très facilement, on a créé notre machine virtuelle et puis on a pu installer des packages. Essayons maintenant de créer notre petite application web Python. Comme ça, on va essayer de simuler un cas pratique. C'est rare qu'on va vouloir créer une machine virtuelle rien que pour installer ces deux éléments et puis c'est tout. Là, imaginons que vous devez travailler sur un projet web, donc une application web ultra importante. Et vous savez que lorsque vous allez déployer votre application, vous allez la déployer sur un serveur qui aura Ubuntu comme système d'exploitation. Donc, afin de miroiter l'environnement de production, vous avez décidé de créer une machine virtuelle Ubuntu et puis installer les mêmes outils que vous allez utiliser en production. Donc, on aurait pu installer MySQL parce qu'on sait qu'on va utiliser MySQL en production, installer Python et ainsi de suite. Donc, essayons de faire ceci. On va utiliser un outil qui a pour nom Flask. Comme je vous l'ai dit, il permet de créer très facilement des applications web. Là, on va voir un exemple.
on pourra simplement copier ce code. Lorsqu'on va demander la page d'accueil, ceci va afficher Hello World. Comme je l'ai dit, vous n'avez pas besoin de comprendre ceci en détail, c'est juste pour simuler quelque chose de plus réel. Là, si je fais Python, version, on va faire Python 3, version, on voit que j'ai la version 3.8.2 de Python. Alors que comme on l'a vu, la dernière version en date, c'est la version 3.9.1. Donc, si on veut installer la version 3.9.1, comment est-ce qu'on va procéder? On peut faire install Python et on tape Ubuntu. On va prendre le premier lien. Normalement, ici, on n'aura qu'à installer ceci. Donc, sudo apt install software properties common. Et puis, on pourra rajouter ici ce repository. Généralement, là, on va toujours avoir les dernières versions de Python. Après, on met à jour notre liste des sources et puis on pourra installer la version de Python qu'on veut. Donc, on va commencer par ceci. Sudo apt install software properties common. Sudo apt, je vous ai dit c'est la même chose que faire apt get install. Bien évidemment, il y a quelques petites différences entre apt et apt get, mais on ne va pas rentrer dans les détails. On va faire software properties common. Je fais yes. Pendant qu'il est en train de le faire, après on doit rajouter notre repository ppa deadsnakes ppa. En grosso modo ici, c'est pour lui dire que lorsqu'il va chercher les packages, lorsqu'on va faire apt install, il peut également les chercher ici. Et là, comme je vous l'ai dit, c'est un repository au niveau duquel il y a généralement les dernières versions de Python. Donc je fais sudo add apt repository, je tape ppa deadsnake ppa. Là, j'ai un problème de slash. Bon, parfait. Là, on nous dit de faire entrée pour continuer. Donc, je fais entrée. Je peux faire ensuite un sudo apt update afin de mettre à jour la liste des sources. Et on pourra installer notre ami Python. En faisant sudo apt install, nous, on va mettre Python 3.9. apt install Python version 3.9. Je fais yes. Et voici, Python a été installé. On peut le confirmer. Si je fais Python 3-version, il va m'afficher notre version 3.8. Mais si je fais ici Python 3.9-version, il va nous afficher notre version 3.9.1. Donc, ceci a été installé sans problème. Donc, si je veux utiliser Python 3.8, je peux faire Python 3 ou bien Python 3.8. Il va me donner accès à Python 3.8. Mais si je veux utiliser Python 3.9, je fais Python 3.9. Là, je vais me déplacer au niveau du bureau. Et puis, on va essayer d'installer Flask. Normalement, pour installer Flask, vu que c'est une librairie Python, on peut l'installer en utilisant pip. Donc, pip, c'est un gestionnaire de dépendance, un peu comme Composer en PHP, ou bien, disons, NPM et Yarn au niveau de JavaScript. Donc, si je fais ici pip 3-version, on voit que pour l'instant, pip n'est pas installé. Si je fais ici pip 3.9-version, on nous dit également qu'on ne connaît pas pip. Donc, il faudra l'installer en faisant ce qui a été indiqué. Sudo apt install de Python 3-pip. On valide. Je fais yes. Donc, on peut voir que pip a été installé. On peut le prouver en faisant pip 3-version. Et on voit que pip est disponible. Normalement, si on veut installer Flask, on peut faire pip 3 install de Flask. Et ceci va installer Flask. Mais généralement, dans le monde Python, en termes de bonnes pratiques, on ne va pas installer les librairies directement au niveau de notre système, directement au niveau de notre ordinateur. On crée ce qu'on appelle des environnements virtuels. Comme ça, on peut avoir plusieurs environnements virtuels et chacun peut contenir une version différente d'un même package. Juste pour que ce soit clair, je vais lancer Paint et on va faire un petit graphique.
Même si on n'a pas besoin de comprendre ceci, juste pour m'assurer que vous comprenez bien ce que je vais expliquer, on va faire un petit graphe. Donc, en lieu et place d'installer Flask directement au niveau de mon ordinateur, on va créer ce qu'on appelle des environnements virtuels. Donc, ici, je pourrais installer Flask, disons version 2.1, juste pour l'exemple. Et puis ici, Flask, version 3.2. Donc, vu que ce sont des environnements virtuels, il n'y aura pas de conflit entre ces deux versions. Donc, le jour où je veux travailler avec la version 2.1 de Flask, je vais activer cet environnement virtuel. Le jour où je veux travailler avec la version 3.2 de Flask, je vais activer cet autre environnement virtuel. Alors que si je n'avais pas fait ceci, et puis j'avais installé Flask directement sur ma machine sans environnement virtuel, imaginons que j'avais installé la version 2.1. Le jour où j'ai besoin de la version 3.2 par exemple, je vais être obligé de désinstaller la version 2.1, installer la version 3.2, et le jour où je veux travailler sur un projet qui a besoin de la version 2.1, ben je vais devoir désinstaller ceci et puis réinstaller la version 2.1. Clairement, ce n'est pas pratique. Donc, c'est pour cette raison que généralement, au niveau du monde Python, on ne va pas installer les packages directement. On va créer un environnement virtuel et puis je peux le faire de cette manière-là. Je vais appeler notre projet, disons, Acme Project et je mets venv. Donc, en grosso modo, je dis à Python, je veux créer un environnement virtuel qui a pour nom Acme Project venv. Donc, venv pour Virtual Environment. J'aurais pu donner le nom que je veux, ça importe peu. Et pour pouvoir créer cet environnement virtuel, Python va utiliser un module qui a pour nom venv. Donc, je demande à Python d'utiliser le module venv pour me créer un environnement virtuel Acme Project venv. Là, on valide et malheureusement, ça ne marche pas. Donc, j'ai besoin d'installer ce module-là pour que ça puisse marcher. Je vais devoir faire sudo apt install de Python 3.9-dev pour avoir tous les outils de développement et puis également Python 3.9. On va dire ici de venv. On valide, on fait yes. Normalement, après l'installation, on pourra maintenant utiliser le module venv afin de pouvoir créer notre environnement virtuel. Donc, je fais ls au niveau du bureau. On va supprimer ceci parce que ça n'avait pas bien marché. On va tenter de réexécuter cette commande et on verra qu'on n'aura pas d'erreur. Et voilà, magnifique. Notre environnement virtuel a été créé. Si je viens donc au niveau du bureau, on double-clique. On verra qu'on a notre environnement virtuel. Et puis si on veut l'activer, on peut venir au niveau de bin et on a un script activate qu'on peut exécuter. Donc tout ce que j'aurai à faire, je vais déplacer ceci un peu plus haut pour que ce soit plus simple. Je vais me déplacer dans mon environnement virtuel. Je vais aller ensuite dans le dossier bin et puis on peut exécuter le script activate. Donc un moyen simple de faire ceci, c'est de faire simplement ici source bin activate. Et voilà, on peut voir que l'environnement virtuel a été activé. Maintenant que je suis à l'intérieur de mon environnement virtuel, je peux installer ce que je veux et puis ça va être au niveau de cet environnement virtuel. Je peux créer un autre environnement virtuel, disons Python, installer ce que je veux et puis ça va être au niveau de cet environnement virtuel. Donc, juste pour que ce soit clair, ça n'a rien à voir avec les containers, ça n'a rien à voir avec Docker. C'est en rapport avec Python et puis la manière de créer des projets, installer les dépendances de manière beaucoup plus sécuritaire. Donc, je reviens là. Vu que mon environnement virtuel est activé, je peux utiliser pip et puis installer ce que je veux. Là, je vais faire pip install et on va installer Flask. Lorsque vous êtes à l'intérieur d'un environnement virtuel, vu que vous avez créé l'environnement virtuel, si je tente de me retrouver, vu qu'on a créé l'environnement virtuel avec la version 3.9, Python est assez intelligent. Lorsqu'on est à l'intérieur de cet environnement virtuel, si on tape Python, il va nous donner accès à la version 3.9. Vous voyez que je n'ai pas besoin de mettre Python 3.9 parce qu'il sait qu'on a créé l'environnement virtuel avec la version 3.9. Et de la même manière, je peux faire pip-version
et puis il sait qu'on va utiliser pip associé à la version 3.9. Donc c'est pourquoi une fois à l'intérieur de l'environnement virtuel, je peux simplement taper Python ou bien pip et ça va marcher. Mais si je sors par exemple, je peux faire deactivate afin de sortir. Mais là, il ne sait plus. Si je tape Python, il ne comprend plus. Si je tape pip également, il ne comprend plus. Je vais réactiver mon environnement virtuel. Et puis on va installer notre ami Flask. Donc Flask a été installé. Il nous dit qu'on peut mettre à jour également pip. Donc je peux copier cette commande et puis mettre à jour pip. Donc nous on avait la version 20.2.3 de pip. Il a eu installé la version 21.0.1. Bon, parfait. Si je fais ici pip freeze pour voir ce que j'ai eu installé, on voit que Flask a été installé. Et vu que Flask dépend de d'autres librairies, ces librairies également ont été installées. Donc si vous avez déjà utilisé des outils comme Composer ou bien NPM, tout ceci devrait être un peu familier pour vous. Je vais revenir au niveau du bureau. Et puis on va créer un dossier qu'on va appeler Acme Project. Donc ici, c'était l'environnement virtuel. Là, ça va être maintenant notre projet. Donc je vais l'appeler, pourquoi pas, disons, Web Project. Je me déplace dans Acme Web Project. Et puis on va créer un fichier. Je vais utiliser Nano, qui est un éditeur en ligne de commande. On va l'appeler, disons, hello.py. Tous les fichiers Python se terminent par .py. Je vais venir ici. On va devoir mettre tout ce code-là. Vu que je le connais, on va aller rapidement. Je vais faire un fast forward. Donc voilà, principalement on dit, on crée notre application Flask. Si on demande la page d'accueil, on va exécuter cette fonction qui retourne Hello World. Donc principalement si on démarre le serveur web, au niveau de la page d'accueil, on verra Hello World. Je vais enregistrer ceci, CTRL-O et puis je fais entrer. CTRL-X pour sortir. Et pour exécuter notre application, on nous montre comment le faire. On fait export Flask app avec le nom du fichier. Et puis on peut faire Flask run. Ok, donc je fais export Flask app. Donc on définit une variable d'environnement Flask app. Et puis la valeur, c'est le nom de notre fichier qu'on a créé, hello.py. Après, vu qu'on a installé Flask, on aura accès à cette commande et je peux faire Flask run. On valide. On nous dit qu'on peut accéder à notre application si on ouvre un navigateur et qu'on tape 127.0.0.1 2.5000. Donc j'ouvre Firefox. Je vais taper 127.0.0.1 2.5000. On valide. Et mamma mia, on voit Hello World. Donc je peux ici ouvrir un nouvel onglet. Je peux cliquer là. Je vais modifier notre fichier hello.py. On va remplacer pour dire hello Python. Mais on peut mettre hello Flask. Je reviens au niveau du navigateur. On actualise. Il faut redémarrer le serveur. Donc je vais faire CTRL-C. Relancer ceci. Et si on vient là, on verra Hello Flask. Magnifique. Donc voilà un exemple un peu plus réel. On a créé une machine virtuelle avec Ubuntu comme système d'exploitation, étant donné qu'on sait que lorsqu'on va déployer l'application, le serveur aura Ubuntu comme système d'exploitation. Donc on essaie au maximum de miroiter l'environnement de production en installant les mêmes outils qu'on va utiliser une fois que le site sera en ligne. Donc là, imaginons que vous avez terminé ici de setter la machine virtuelle et puis vous voulez la partager avec les autres membres de votre équipe. Déjà, on a vu que la machine virtuelle, c'est des gigas. Donc pour partager la machine virtuelle avec vos collègues, il va falloir prendre ceci en considération. Et de la même manière, le fichier de machine virtuelle, si on tente de se retrouver, c'est ici. On voit que c'est un fichier VM Bundle. Donc si l'un de vos collègues utilise un logiciel différent, disons VirtualBox ou bien Parallèle, il y a de fortes chances que ceci ne marche pas ici directement, sans qu'il y ait ici certaines transformations à faire, vu que là c'est un fichier VMware.
Mais imaginons que vous réussissez à partager cette machine virtuelle, ici 6 Go, ici 7 Go. Peut-être que l'un de vos collègues n'aime pas utiliser Nano comme éditeur, ou bien la personne ne sait pas l'utiliser et puis la personne ne veut pas apprendre à l'utiliser. Donc, lorsque la personne aura la machine virtuelle, probablement elle va installer un autre éditeur, peut-être VS Code ou bien Sublime Text. Donc, vous voyez que petit à petit, vous n'aurez plus ici le même environnement. Donc, au départ, on avait la même chose, mais d'autres collègues vont installer d'autres Mitsubishi et puis petit à petit, les environnements vont dévier. Donc là, c'est deux premiers problèmes. Donc, la portabilité de la machine virtuelle. Également que très facilement, on peut dévier de la machine virtuelle de départ si on a eu installé d'autres logiciels. On a vu également que les machines virtuelles prennent un peu de temps à démarrer. Donc, il faudra prendre ceci en considération. Ce n'est pas aussi rapide. Au départ, ça prend un peu de temps ici pour booter le système d'exploitation et tout. Mais le plus grand problème avec les machines virtuelles, c'est que chaque machine virtuelle a besoin ici d'une copie du système d'exploitation. Donc, si je veux créer une autre machine virtuelle Ubuntu, cette machine virtuelle aura également sa copie du système d'exploitation Ubuntu. Si je veux créer une autre machine virtuelle Windows, cette machine virtuelle aura également ici sa copie du système d'exploitation Windows. Donc, en grosso modo, si vous avez 100 machines virtuelles, vous aurez besoin de 100 systèmes d'exploitation. Donc, si je me répète, si je veux créer 100 machines virtuelles Ubuntu, j'aurai besoin ici de 100 copies du système d'exploitation Ubuntu, vu que chacune de ces machines virtuelles aura besoin du système d'exploitation Ubuntu. Mais les machines virtuelles ne viennent pas qu'avec des inconvénients. On a vu que c'était assez simple de créer une machine virtuelle. Également, dans mon cas, pour faire mes démos d'installation, c'est assez pratique de les utiliser. On a un environnement ici isolé de notre environnement local ici de ma machine. Je peux installer ce que je veux au niveau de ma machine virtuelle et ceci ne va pas impacter ma machine réelle et vice versa, du moins en ce qui concerne l'installation que j'ai eu à choisir. Donc, essayons de représenter graphiquement ce qu'on a eu à voir.